ça a toujours été au sein des associations dans lesquelles j'ai sévi, quoi. Donc, en premier lieu, la Fédération sardaniste du Roussillon, puis l'INPE, l'Institut de musique populaire européenne, et le SIMP, qui en fait sont des émanations de la Fédération sardaniste. Donc, ça veut dire que le premier objet de collectage, le truc sur lequel on a fonctionné le plus, c'est bien entendu les partitions de musique pour cobla. Et pourquoi? Parce que ça répondait à un besoin, quoi. Je veux dire, les cobla avaient besoin ils avaient du mal à trouver des partitions pour changer des répertoires sur les trucs, etc. Bon, ça répondait à un boulot, donc on a commencé à faire ce travail-là, quoi, à partir d'organismes comme l'Ordre de la Populaire de Barcelone, qui avait deux grosses collections déjà, puis directement auprès des cobles, dans des familles d'anciens musiciens, etc. etc. Bon, puis bien entendu, très vite, ça débordait un petit peu, quoi, de la musique pour coble, il y avait aussi du chant choral, de la chanson, etc. Donc, tout ça, c'est resté dans des partitions. Après, donc, effectivement, on a dépassé ce cadre-là des partitions, on est passé un petit peu à tous les supports. Alors, déjà, pour rester dans l'écrit, il y a eu tout ce qui est le livre, les choses, puis il y a eu l'iconographie, puis il y a eu le son, puis il y a eu les instruments, beaucoup, donc on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Donc ça, on a élargi vraiment l'objet de notre truc. Et puis ce qui explique un peu tout le reste aussi, c'est que les opérations, ce qu'on appelle le collectage, auquel on va rajouter donc collectage, recherche, documentation, on va dire, ça s'est jamais fait tout seul, quoi. Je veux dire, on avait ça, mais en même temps, on avait toujours des actions en matière de formation, en matière de diffusion, en matière d'aide à la création. La partie vraiment collectage, recherche, tout ça, c'était un truc parmi d'autres, quoi. Et le fait d'intervenir tout ce truc, non seulement je pense que ça n'a pas nuit l'un à l'autre, mais je crois qu'au contraire, disons, ces diverses actions, d'une certaine manière, arrivaient à se nourrir et s'enrichir, quoi. Il y avait beaucoup d'interférences entre les deux. Puis nous, j'avoue que ça nous allait bien parce que c'est une volonté qu'on avait eue tout le temps d'essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent, justement, des gens qui habituellement, c'était pas aussi systématique que ça, que des musiciens de corde puissent se rencontrer avec des facteurs d'instruments, ou avec des danseurs, ou avec des compositeurs, ou des choses comme ça, ou des chercheurs, ou des ethnomusicologues, des choses comme ça. Et nous, c'était important que tous ces gens-là puissent un petit peu se rencontrer, parce que là aussi, il y avait des espèces d'enrichissement réciproques comme ça. Alors bon, on ne va pas faire un truc exhaustif, mais j'ai noté juste quelques exemples dont je me suis souvenu qui illustre un peu ce que je dis là, quoi. Par exemple, il y a un boulot important qu'on avait fait, c'est bien sûr les écoles de musique. On avait créé 4 écoles de musique dans 4 villages. Et bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais pour faire des écoles de musique, bien entendu, il faut des instruments. Et les instruments de coble, ben, c'est très cher, surtout le type de la ténor, de par leur facture, hein, parce qu'il y a tout le système de clés, c'est des instruments, etc., le pavillon en métal, etc. Donc on a essayé de trouver des instruments d'occasion, quoi, parce que voilà, il y a un problème de budget, quoi. Bon, c'était pas très satisfaisant d'ailleurs, mais par contre, en cherchant des instruments d'occasion, on a trouvé des instruments qui finalement n'étaient pas bien du tout de confier ça à des jeunes qui voulaient apprendre. Par contre, sur le point de vue historique ou chronologique, ils avaient un intérêt vraiment. Donc on a commencé après à collecter des instruments, mais plus pour les écoles de musique, là c'était vraiment un but de créer une collection et dans un but complètement chronologique. C'est là où les choses peuvent fonctionner un petit peu comme ça. Après, il y a eu un autre exemple que je trouve intéressant aussi, c'est que, je ne sais plus dans quelle année, au début des années 80, on a eu l'occasion de trouver, par hasard comme ça, un vieux film, ça c'est quand même assez exceptionnel, un film de 1934, qui était en format 9:5, un format un peu bizarre comme ça. Alors c'est un film amateur, mais amateur, on va dire un amateur très éclairé, quoi, qui a fait tout un film sur la coble et les musiques roussillonnaises. Et il avait fait ça comme un petit voyage, il partait de Porte-de-Monnaie à Bagnols-sur-Mer, et il filmait non seulement la coble, etc., mais dans des fêtes populaires, dans des trucs, et entre autres, il y avait des rosières à Bagnols, et puis surtout, il y avait une petite séquence sur le contrepasse dansé à Place de Moyo. Le contrepasse, je ne sais pas, tout le monde sait ce que c'est à peu près. Et bon, ça c'était vraiment exceptionnel, parce que c'était le premier document qu'on avait, où on voyait vraiment la légende qui dansait, donc des mecs, bien sûr.
Et bon, il n'y avait pas la musique, hélas, mais bon, quand même, déjà, on avait l'image qui bouge, quoi, vraiment, c'était... Et à partir de ce film, donc on a fait restaurer, on a fait transférer un Super 8 et un VHS, c'était tout le machin. Et à partir de ce film-là, plus les partitions qu'on avait aussi collectées à l'époque, il y a eu tout un travail de fait par l'association sardaniste locale de Pavier-Meillot avec les vieux du village. Alors les partitions, il avait fallu les arranger pour les câbles modernes, qui étaient passés suite à 11 ou 12 éléments. Là, ça causait un petit problème et qui est intéressant aussi, c'est que les petits vieux du village, ça ne leur allait pas, quoi, parce que c'est on dit que c'est un peu trop harmonisé, un peu trop orchestré, tout ça. Du coup, ils ne reconnaissaient pas tous les trucs, donc il a fallu revoir un peu la copie, simplifier un petit peu le machin. Mais il y a eu tout un boulot dessus et qui sur le contrepasse qui a fait qu'après, maintenant encore, le contrepasse est dansé, quoi, alors qu'il n'a jamais pensé à le retrouver, quoi. Alors, il y a eu ça. Après, il y a ça c'était en 86, bon, là j'ai eu une commande, on va dire, de l'association qui voulait fêter le centenaire de la mort d'André Thoron, qui est le facteur qui a créé la ténor. Donc on m'a demandé de faire une plaquette un peu sur l'histoire de ce mec, ce qu'il a fait, tout le machin. Et donc là j'ai dû me taper, je ne sais pas combien de temps, aux archives, et en fait surtout je fais toute la presse locale de cette période-là, donc deuxième partie du 19e et début du 20e. Et la presse locale, il y en avait beaucoup, hein, parce qu'il y avait des trucs, suivant les mouvances politiques, etc., on avait des petits trucs comme le Coq catalan, le courrier de Serré, le courrier machin, des trucs comme ça. Et vraiment, jamais je pensais qu'il puisse y avoir autant de richesse comme ça sur la presse locale. C'est incroyable, des trucs, tout ce qu'on a pu trouver là-dedans, en sachant que par contre, à l'époque, c'était même pas sur mes microfiche, mais il fallait tout se traiter au stylo. Voilà. Mais on a trouvé des choses, et entre autres, et ça c'était le début du 20e, toute une série d'articles d'Albert Magnac, j'en ai vaguement parlé hier, je crois. Lui, c'était une rubrique régulière qu'il avait sur l'indépendance, je crois que tous les lundis, il avait ça sur un thème très particulier, alors analogie entre la prime et le ténor, entre les cordes roussillonnaises et les machins. Et c'était vraiment, enfin, pour nous, c'était important, parce qu'il y a plein de gens focalisés à cette époque-là, les années 60-80, quoi. Pour nous, on croyait que tout c'était la même chose, quoi. Chez nous, là-bas, nous, on croyait que tout, ça avait toujours été comme ça, quoi. La sardane et la coble, là, on s'en rendait que pas du tout. Alors, il nous expliquait, par exemple, je sais pas, quand on compare les instruments, par exemple, les mêmes instruments, hein, je veux dire, les mêmes instruments. Alors, on dit le tible et la ténor, Catalogne Sud. Chez nous, on dit la prime et le tanor. Je ne sais pas, on change le sexe comme ça des instruments. Mais bon, non, mais c'est pas anodin parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, non seulement on change le nom comme ça, mais par exemple, bon, la ténor, c'est un si bémol, le type est en fa. Sur toutes les partitions qu'on avait des cordes roussillonnaises, c'est tout écrit en do. Tous les instruments qui jouaient avec des transpositeurs, comme ça. Ils ne jouaient pas du tout avec les mêmes anges, mais ils jouaient dans des tessitures beaucoup plus basses, ce qui leur permettait d'avoir des styles de jeu, des choses différentes. Entre autres, bon, Magnac, c'était un spécialiste du double piqué à la ténor. Et ça, tous les musiciens du Sud, ils avaient des yeux comme ça. Parce que comme ils jouaient avec des anches plus dures, parce qu'ils montaient davantage dans l'aigu, c'était impossible de faire ce genre de technique. Voilà, on découvrait comme tout ça. C'était abordé dans des articles de presse sur la presse locale, quoi, des choses de ce style. Voilà, on ne s'étend pas. Après, il y a eu un moment qui a été intéressant aussi. Guy en a parlé tout à l'heure, il n'a pas tout dit parce qu'il a parlé d'un disque là, qui s'était fait chez Silex au Vilis. À l'époque, c'était Rico qui était là-dedans, quoi. Et alors, c'est vrai que le disque dont il parlait Guy, c'était Coble Catalane, et c'était à partir de 78 tours. Une partie qu'on avait trouvée chez un collectionneur à Gironde, puis chez d'autres collectionneurs aussi chez nous. Et là, par exemple, il y a effectivement des enregistrements de Magnac et de gens comme ça, de Gilly, de cette époque-là, de tout début du 20e. Et donc, bien sûr, ce n'était pas des sardanes, c'était des valses, des choses comme ça, parce qu'on ne jouait pas de sardanes à ce moment-là. Mais en même temps que ce disque, donc à partir de 78 tours, il y a eu aussi un disque qui est musique catalane d'aujourd'hui, parce qu'il y avait 3 collections en fait chez Silex.
Bon, musique catalane aujourd'hui, là, c'était vraiment des expressions contemporaines, quoi, avec la coble, entre autres avec des gens comme Daniel Tosi ou Richard Breton, qui était l'ancien de la phonothèque régionale, quoi, connu de Narbonne. Et puis il y avait un troisième disque qui s'appelait Gamme en Sangueo, et où là, c'était, en fait, on avait repris toute une série de répertoires d'avant la Sardane longue, et qui ont été faits à partir de partitions qu'on avait bien entendu collectées jusque-là, et puis surtout à partir de copies d'instruments qu'on avait aussi collectés, et des copies que nous avait fait Claude Girard, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, et entre autres avec des instruments du Touron père, c'est-à-dire le père de celui qui avait créé la ténor. Donc sur des cornemuses, des tarottes ou des bois. Donc Claude Girard nous avait fait des copies, et c'est à partir de là qu'on a pu faire dans cet enregistrement de ce disque-là. Il y a donc aussi bien alors, avec des instruments de la coble de 13 quartans, c'est-à-dire cornemuse, tarotte ou graille, ou flabiole, que de la coble roussillonnaise, donc on réplique donc à 6 ou 7 musiciens, comme on a parlé. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des choses qui montrent comment les choses pouvaient être vraiment en relation, comme ça, les unes avec les autres, la recherche, la diffusion, la formation, et tout le machin, quoi. Et bon, donc il y a des contrepas, il y a le contrepas qui est repris dessus, il y a des variationnaires, puis il y a quand même des sardanes courtes, celles qui ont précédé la sardane longue, etc., etc. Après, un peu dans le même mouvement, en 1994, donc on a créé au sein du CIMP un groupe qui s'appelait Ministries del Roussaillou, qui c'était un peu, on voulait refaire la coble de 13 quartans. 13 quartans, c'est parce qu'il y a normalement 3 musiciens pour 4 instruments, puisque flabiole et tambourin, c'est toujours ensemble. Mais là, en l'occurrence, ils étaient 4, hein, parce qu'on a doublé la ténor. Donc, il y avait Vincent Vidalou et Frédéric Guisset. Donc, Vincent Vidalou, la tarotte, Frédéric Guisset, flabiole, tambourin. Puis il y avait Yves Gras et Mathias Mazarico, donc il était temps que j'en parle, qui jouait de la cornemuse. Mathias Mazarico, alors lui, c'était quand même une figure emblématique, mais c'était le seul à peu près, je crois, qui pendant les premières années, qui s'intéressait à la musique traditionnelle autre que la sardane. Alors Mathias Mazarico, il faut dire que son père était originaire de la Franja d'Arago et sa mère était valencienne, c'est-à-dire 2 pays catalans, mais 2 pays catalans où il n'y a pas la sardane. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique son truc à lui, mais d'autant qu'il n'a pas commencé par les musiques traditionnelles, il a commencé par ce qu'on appelait la Nobokatsu, c'est-à-dire le premier disque qu'il a fait, c'était avec des créations à la nuit, etc. Et après, par contre, il s'est intéressé aux musiques traditionnelles. Ça a été pendant longtemps, je crois que ça a été le seul, quoi, vraiment. Quoi. Alors, multi-instrumentiste, le cornemuse, le flabiole, l'accordéon diatonique. Bon. Il naviguait beaucoup entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud. Il participe beaucoup à Traditionarius ou des choses comme ça. Quoi. Et bon, c'était un petit peu vraiment important. C'est bien que j'ai eu l'occasion d'en parler quand même, parce que j'ai failli l'oublier. Voilà, donc les Ministries, bon après les Ministries, quand ils ont sorti leur disque, et là c'était plus les vrais Ministries, mais c'était plus d'origine, puisqu'il n'y avait plus Vincent Vidalou, Frédéric Guisset et Mathias Mazarico les a quittés après. Voilà, et le dernier truc dont je voulais parler, parce que ça a été évoqué hier, je crois que tu m'en as parlé hier, les gotches, je me demandais si on n'avait rien fait sur les gotches, alors oui, on avait fait quelque chose sur les gotches. Donc les gotches, c'est les chants religieux là, qui sont. Alors là aussi, on est dans la musique, dans le truc écrit, parce qu'en fait, c'est écrit depuis le XVIIe, des gotches sous forme de feuilles volantes. Alors, ce qu'il en reste des gotches, c'est l'ouvrage qui a été édité. C'est quand même un ouvrage comme ça, où il y a à peu près 600 gotches qui sont reproduits à facsimilé, comme ça. Alors, sur les gotches, généralement, il n'y a que le texte. Il y en a quelques-uns où il y a la musique. Alors là, c'est assez marrant parce qu'au niveau de la musique, souvent on les regardait avec quelqu'un d'autre aussi, c'est bien de citer, c'est Renan Dadies, qui est un peu spécialiste non seulement des gotches, mais de la musique religieuse et de la musique polyphonique catalane en général. Quoi. Et qui, plein de fois, m'a corrigé ce qu'avaient corrigé les types. Quoi. Les types qui croyaient avoir relevé des erreurs et qui s'étaient permis de corriger. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris certains trucs. Quoi. Et c'est arrivé pareil, bien entendu, dans les recueils qu'on trouvait de folkloristes ou des choses comme ça, où des fois,
ils ont corrigé, comment il appelait ça, maniaque, parce qu'ils disaient qu'ils ne tenaient pas compte des fois ils utilisaient les tonalités de Fa ou de Sol, mais sans tenir compte des accidents afférents à la tonalité ou un truc comme ça. Et ils disaient, c'était très joli, ils disaient ce qui donnait des morbinesses de machin qui tenaient du style arabe. Et il disait que Poète les avait corrigés, ces erreurs comme ça, justement. Et là, c'était une enquête, enfin, comment dire, un recensement de documents écrits. Oui, mais c'était pas que ça. Ou est-ce qu'il y avait une enquête orale autour? Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que je dis que c'est ce qu'il en restait, parce que c'est la seule chose qui est restée, et moi j'étais contre cette publication avant qu'on finisse le reste. Hélas, j'avais raison, parce que le reste, justement, ben, il y a eu effectivement toute une série d'enquêtes qui ont été faites, je ne sais pas combien d'heures c'était fait, donc qui a été réalisé par Jean-Louis Olive, qui est ethnologue de l'Université de Perpignan, et puis une Toulousaine qui s'appelait Christine Massa, qui était musicologue. Et donc, ils ont fait une série d'enquêtes comme ça sur les genres, des protocoles d'enquête qu'on avait fait tous ensemble, comme ça, et donc il y avait des heures et des heures d'enquête qui n'ont jamais été exploitées, parce qu'il n'y a jamais eu les moyens de le faire. Aujourd'hui, comme c'était du DAT, il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus rien dessus. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, elles sont aussi. Voilà. Alors, c'est un petit peu tout ça, nous, ce qu'on a fait en matière de collectage de recherche et tout ça, dans le cadre où on était, nous. Et là, les enquêteurs faisaient quoi? Ils faisaient oraliser les textes en allant voir des personnes. Ils recherchaient des gens alors, qui étaient en capacité de chanter les gauches. Des gens qui les chantaient. Ils allaient chez des gens qui étaient des acteurs de ces pratiques-là, du chant des gauches. Soit c'est des gens qui effectivement chantaient les gauches plus ou moins régulièrement, mais des fois ils le chantaient, parce que les gauches se chantent pas n'importe quand, mais se chantent normalement sur des cérémonies très particulières, à des occasions très particulières, à la fête du Saint, quelque chose comme ça. Mais alors, bon, puis il y avait là aussi des gens qui collectionnent les gauches, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons mixtes, et puis il y a plein de gens autour. Puis alors, l'important, c'était de savoir, entre autres, les questions si les types, ici, chantaient les gauches, si c'était uniquement par un problème, par rapport à un truc religieux, tout simplement parce qu'il aimait chanter, ou si c'est par rapport à son amour de la culture catalane, ou la langue, ou autre chose. Donc, il y avait tout un tas de questions comme ça qui étaient posées. Et bon, très honnêtement, je pense que ces documents auraient mérité d'être analysés. Là, c'est jamais produit, parce que, tandis que le truc a été... C'est une très belle édition, mais parce que ça, l'édition, ça se voit, puis on a pu faire une présentation au Conseil général avec les politiques qui étaient très contents, parce que c'était un document qui était très beau, donc ça y est, après les trucs de recherche... Si tu permets une toute petite question, Henri. Les partitions collectées, est-ce qu'elles étaient manuscrites, imprimées, un peu un mélange des deux? Et puis il y a une question subsidiaire. Est-ce que tu as eu connaissance de la présence aux ATP de partitions que lors d'une enquête qu'ils avaient dû mener au début des années 60, que Marcel Dubois et Maggie Andrade avaient ramassé? Dans les partitions, ça ne m'intéressait pas trop parce qu'on en avait déjà beaucoup. J'aurais bien aimé pouvoir écouter les enregistrements alors que j'étais en stage aux ATP sur les cases classificatoires avec Chirono, mais je n'ai pas pu y avoir accès. Effectivement, c'était dans les années 50, fin des années 50 ou début 60. Début 60, je crois plutôt. Hélas, moi ce qui m'intéressait, c'était les enregistrements surtout. On n'a pas vu. Après, bon, les partitions elles-mêmes, ben, il y avait tout. Ça dépend de quelle période c'était. Alors, les plus anciennes, bien sûr, elles sont manuscrites. Alors, manuscrites, là, c'était assez marrant parce qu'il y avait des trucs qui étaient manuscrits, qui avaient été écrits réellement par le compositeur, en question. Mais il y en avait aussi pas mal contrôlés qui avaient été écrits par des copistes. Il y avait le tampon ou la signature du copiste. Donc, et puis même, je peux vous dire qu'il y avait de temps en temps des copistes qui n'étaient pas très bons parce qu'on a trouvé des fois des erreurs. Bon, après, il y a eu des choses qui ont été imprimées. Donc, il y avait tous les cas de figure.